Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo et président en exercice de la conférence de l'OPEP, Bruno Jean-Richard Itoua. Alger et Dakar œuvrent à promouvoir les relations bilatérales. En témoignent les nombreux accords de partenariat conclus dans plusieurs domaines, notamment celui de l'industrie pharmaceutique. Les détails dans un moment. Nous sommes en pleine saison de cueillette de la fraise. Pour en parler, on se rend à Skikda, reine incontestée de la fraise, plus précisément dans les montagnes de Tamalous, où la récolte se fait généralement par les femmes, et ce n'est pas un hasard. On revient ce matin sur les révélations du journaliste britannique Martin Jay sur la crise de l'Ukraine qui, selon lui, a faussé les calculs du Maroc concernant la question du Sahara occidental, notamment suite à l'intérêt grandissant de l'Occident qui a focalisé toute son attention sur l'Ukraine. Et puis à Oran, des terrains flambant neufs pour accueillir les compétitions de pétanque et de rafa durant les Jeux méditerranéens ont été réalisés au complexe sportif La Lofa. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo et président en exercice de la conférence de l'OPEP, Bruno Jean-Richard Itoua. La rencontre a eu lieu en présence du directeur de cabinet à la présidence, Abdelaziz Khelef, et du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Je vous invite à écouter le ministre congolais des Hydrocarbures et président en exercice de la conférence de l'OPEP, Bruno Jean-Richard Itoua. Je voudrais, au nom du président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, au nom de M. le Premier ministre, qui ont permis que je puisse effectuer cette mission et qui ont insisté sur l'importance que cela représentait non seulement pour le Congo, mais pour cette longue, solide et historique amitié qui lie les deux pays. Je voudrais ici remercier M. le Président de la République d'abord pour toutes les commodités, l'engagement personnel et la disponibilité qu'il a mise dans cette visite et qui va nous permettre de traduire dans le domaine stratégique de l'énergie, du pétrole et du gaz la qualité des relations politiques, diplomatiques, culturelles qui existent déjà entre les deux pays. Tout se prépare, tout nous conduit à cette coopération renforcée dans le domaine général de l'énergie, en particulier du pétrole et du gaz. Non seulement au niveau des deux ministères, mais nous l'avons dit avec beaucoup de force, au niveau aussi des deux compagnies nationales. Et Sonatrach est une société qu'on ne présente plus, c'est une référence, même pas seulement africaine, mais internationale, dans le domaine qui est le sien, celui de l'énergie, du pétrole et du gaz en particulier. Nous avons une jeune société nationale et nous voulons venir ici puiser auprès de Sonatrach tous les ressorts qui devraient nous permettre de devenir aussi une compagnie nationale de qualité. Nous voulons collaborer dans le domaine du gaz, dans lequel excellent évidemment l'Algérie et la Sonatrach, domaine dans lequel nous venons de nous engager. Et plus généralement, nous voulons construire une espèce de pont entre Alger et Brazzaville, un pont énergétique qui ouvre la voie à toutes les collaborations possibles. Pour le bénéfice des deux pays, pour les bénéfices de l'Afrique, qui a encore besoin d'améliorer son commerce intra-africain. Nous avons la ZLECAf aujourd'hui, il faut lui donner un corps. C'est un objectif qui est appuyé à la fois par l'Association des pays africains producteurs de pétrole, auquel l'Algérie et le Congo appartiennent. Le siège est au Congo-Brazzaville. Et donc, ce que nous allons faire, pour nous, va dans la bonne direction. Dans un moment, et je vais terminer par là,
marquée par la transition énergétique qui va, je dirais, si nous n'y prenons garde, créer des tensions importantes du point de vue de la géopolitique internationale. L'Afrique qui doit être unie, forte, pour parler du même voix et construire sa propre stratégie face à la transition énergétique. L'entretien avec M. le Président a été extrêmement riche, d'une richesse incroyable, où j'ai beaucoup appris. J'ai des leçons importantes, et pour l'Afrique, et pour nos pays, des leçons que je vais transmettre fidèlement à M. le Président de la République, parce que je crois qu'elles sont destinées au Congo et d'abord à son frère, M. le Président, c'est son frère. Je voudrais rappeler ici que M. le Président de la République du Congo a un attachement particulier pour l'Algérie parce qu'en tant qu'officier, il a été formé ici en Algérie. Et cela est resté dans sa mémoire, cet attachement particulier. Et M. le Président et lui-même se connaissent très bien. Ça sera rapporté fidèlement et nous allons nous mettre au travail, M. le ministre et moi, sur la base des orientations que nous venons de recevoir, qui renforcent ce que nous avons déjà commencé à faire pour aller vite dans le sens de l'intérêt de nos peuples respectifs. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci. On reste dans le partenariat avec les pays africains et cette fois-ci avec le Sénégal où plusieurs accords de partenariat ont été signés entre l'Algérie et ce pays dans divers domaines, notamment l'industrie pharmaceutique, une coopération qui permettra d'ouvrir des perspectives prometteuses de partenariat économique entre les deux pays. Reportage Manel Abdiche, le commentaire est signé Camélia Mlel. Alger et Dakar œuvrent sans cesse à promouvoir leurs relations bilatérales. En témoignent les nombreux accords de partenariat conclus dans plusieurs domaines, notamment celui de l'industrie pharmaceutique. Des accords de partenariat qui offrent de larges perspectives à la relance des projets d'intérêt commun et répondre ainsi aux besoins et aspirations des opérateurs économiques des deux pays. C'est vraiment une bonne chose. Parce que c'est seulement en coopération sud-sud qu'on peut se développer et qu'on peut développer l'Afrique plus particulièrement. Et vu ce partenariat, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, vu qu'au niveau de l'Algérie, l'industrie, tout ce qui est industrie, finance, banque, c'est tellement développé. Et nous, pratiquement, on a besoin de ça, on a besoin de formation, de former nos jeunes. Ces accords de coopération ont pour objectif d'encourager la coopération bilatérale et l'échange d'expériences et d'expertise dans plusieurs domaines. Moi, je suis optimiste parce qu'il y a un grand potentiel. Il y a beaucoup de possibilités d'échange qu'on peut avoir entre le Sénégal et l'Algérie dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la technologie. C'est une belle initiative, car il permet le Sénégal et le pays algérien de plus développer leurs économies et plus dans la matière de la construction et fabrication. Et la coopération sud-sud entre l'Algérie et le Sénégal, c'est très important vu que les deux pays vont tisser des relations amicales et dans plusieurs domaines, l'industrie pharmaceutique, l'industrie mécanique. Une volonté politique des deux pays de construire un partenariat stratégique gagnant-gagnant dans la perspective de conquérir davantage le marché africain. Industrie et cette journée d'information consacrée au lancement du régime d'importation des chaînes de production rénovées et du régime d'exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, deux régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la politique adoptée par le gouvernement en vue de la création d'un environnement propice et offrir des avantages pour le développement, la relance et la diversification de l'économie nationale priorisée par le nouveau cadre juridique. Les détails avec Melika Blel. Le nouveau système d'importation des chaînes et équipements de production rénovés va encourager les opérateurs économiques et les investisseurs de se lancer dans cette activité et créer ainsi un environnement propice au développement, à la relance et à la diversification de l'économie nationale.
L'investisseur veut renforcer ses capacités de production. Avant, il était dans l'obligation d'importer des chaînes et des équipements de production modernes à des prix très élevés. Le texte législatif d'aujourd'hui va permettre aux opérateurs économiques de bénéficier des mêmes chaînes de production exploitables directement et à des prix raisonnables. Les investisseurs et les industriels sont ainsi appelés à saisir cette opportunité grâce notamment au deuxième régime qui concerne l'exemption de droits de douane et de la taxe concernant l'acquisition de la matière première. Une entreprise algérienne productive, lorsqu'elle importe la matière première, est dans l'obligation de payer la taxe douanière. Cette entreprise, bien évidemment, s'éloigne de la compétitivité. Cette nouvelle procédure va répondre aux besoins des entreprises algériennes et cela va les encourager encore plus. Nous espérons qu'après ces nouvelles procédures, l'Algérie comptera parmi les pays les plus productifs. L'exemption concernera les droits de douane et la TVA, des composants et matières premières importés ou localement acquis par les sous-traitants et producteurs dans le cadre de leur activité. Nous avons deux critères essentiels. Le premier, c'est de s'assurer de la rentabilité des équipements importés dans ce cadre. Ensuite, le contrôle à distance pour s'assurer également de la destination finale de ces équipements. Ces nouvelles mesures viennent à point nommé avec l'approbation du projet de la nouvelle loi sur l'investissement qui a été adopté lors d'une réunion spéciale du Conseil des ministres présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Des mesures qui vont propulser l'activité économique en Algérie. Agriculture avec la filière de la pomme de terre qui connaît une amélioration. Importées autrefois en grande quantité, les semences de ce tubercule sont désormais produites dans le pays. Des tentatives réussies dans plusieurs wilayas enregistrées. Illustration à Sétif avec Sofiane Hamoudi. Cette entreprise compte plusieurs infrastructures de production et d'autres dédiées au stockage. Elles sont dotées des dernières technologies de production de la semence de pommes de terre, pré-base, et ce au profit des agriculteurs spécialisés dans cette filière. Un défi relevé par une équipe ambitieuse. Dans la région de Guelma, nous avons pu réaliser un rendement qui dépasse 200 quintaux par hectare. Aujourd'hui, on est arrivé à 350 quintaux par hectare. Dans une visite d'inspection, le ministre de l'Agriculture s'est félicité des efforts consentis dans ce domaine. Nous avons des ingénieurs, nous avons des techniciens, nous avons des spécialistes de la génétique. في 2021 الحق القنطار تاع البذور المستورد 25000 دينار، الانتاج نتاعنا يدير 5000 دينار. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur a donné son aval pour accompagner les universités algériennes dans le développement de l'industrie agroalimentaire. Nous disposons de tous les moyens pour faire avancer ce projet. À présent, il nous faut la demande de la part du ministère de l'Agriculture. Concernant nos besoins, nous appelons les chercheurs à mener des campagnes de sensibilisation auprès des étudiants. Selon les spécialistes, l'Algérie parviendra à l'horizon 2024 à réaliser l'autosuffisance en matière de production de la pomme de terre. Nous sommes en pleine saison de cueillette de la fraise et pour parler de ce petit fruit rouge et charnu aux multiples variétés, on se rend à Skikda, reine incontestée de la fraise, plus précisément dans les montagnes de Tamalous où la récolte se fait généralement par des femmes et ce n'est pas pour rien, nous dit Mejda Jahmounia. Agriculteur de père en fils, Hamoudi a relevé le défi en plantant ce fruit rouge en pleine montagne sur les hauteurs de Skikda à 600 mètres d'altitude. Cela fait 30 ans qu'on fait ce métier. On commence la cueillette dès 4 heures du matin car la fraise est un fruit très périssable qui ne supporte pas la chaleur et encore moins le soleil. Nous avons déjà livré les fraises cueillies ce matin à 4 ou 5 commerçants. La cueillette se fait généralement par les femmes de Tamalous, une cueillette saisonnière
que seules les femmes de la région sont habilitées à faire. Cela fait environ 50 ans qu'on exerce ce métier. Notre spécialité, c'est la fraise. La cueillette commence très tôt le matin. Les femmes cueillent la fraise avec plus de délicatesse que les hommes. Nous prenons soin de ce fruit de la plantation à la cueillette. La fraise rusicate de Skikda est une variété de fraises endémique de cette région qu'il faut absolument préserver. On a besoin de plus de soutien. On n'y arrive pas seul. Il faut réaliser des routes pour un accès facile à ces champs de fraises. Et pourquoi pas un point de vente ici même. Produite depuis 1885, la fraise rusicate de Skikda, réputée pour son goût succulent, donne des couleurs aux assiettes et connaît une grande consommation. Tout autre sujet à présent, don de sang. Les entreprises mises à contribution. Algérie Télécom a lancé hier son habituelle campagne nationale. Plus de 1000 employés participent régulièrement. Yamina Saïdji a assisté hier matin au début de l'opération à la grande importance. Qui répond à un besoin urgent puisque les dons de sang ont baissé de 10% depuis le début de Covid-19. Depuis la fin de la 4e vague qui coïncide avec février-mars 2022, donc nous travaillons énormément avec les partenaires. À l'appel de l'Agence nationale du sang, plusieurs entreprises ont répondu présentes. Algérie Télécom n'est pas à sa première participation. En tant que société ou entreprise citoyenne, nous avons lancé aujourd'hui la première campagne de l'année pour le don de sang, et ce en partenariat avec l'Agence nationale du sang. C'est une bonne initiative, une campagne don du sang au niveau national Algérie Télécom, dont nous saluons. On essaye de participer, Inch'Allah, ça sera bénéfique pour les patients. Mobilisée pour l'occasion, une équipe de l'hôpital Zmirli s'est déplacée vers l'entreprise pour inciter le personnel à faire don de leur sang. Toute personne qui est en bonne santé, entre 18 et 65 ans, qui n'a pas d'antécédents médical, qui ne présente pas de maladie chronique, il est apte à donner du sang, pourquoi pas, parce que tout simplement par la banque de sang, elle a besoin de sang. C'est un médicament, il faut savoir que c'est un médicament et qui est périssable. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une continuité. Et pour pallier la baisse du nombre de donneurs, l'Agence nationale du sang compte élargir cette campagne de solidarité et de citoyenneté. Toutes les agences d'Algérie Télécom sont concernées. Devancées par une chaleur qui dépasse les normales saisonnières, les équipes de la protection civile se préparent pour faire face à toute éventuelle urgence. À Tipaza, la colonne mobile spécialisée dans la lutte contre les feux de forêt et celle de la surveillance des plages réalise des exercices de simulation. Reportage Marim Damis. À l'approche de la saison estivale, les éléments de la protection civile de Tipaza se préparent pour assurer un été sans danger. Un exercice de simulation pour venir à bout d'un incendie a été effectué par la colonne mobile spécialisée dans la lutte contre les feux de forêt. Donc le groupe que vous voyez devant vous, c'est le groupe de la colonne mobile qui est préparé afin de lutter contre les feux de forêt pendant la campagne de la lutte contre les incendies des forêts. Donc la composition de ce groupe, elle est de 7 camions légers, 7 CCFL, 2 camions CCI, avec un bus, un camion de transport de troupes, et un VL pour le commandant. Donc la composante des effectifs, elle est composée de 58 éléments. Pour ce qui est de la surveillance des plages, une équipe professionnelle est déjà mobilisée et qui vient d'être dotée de jet ski qui lui permettra d'intervenir et d'effectuer les opérations de sauvetage en toute rapidité.
Donc pour la wilaya de Tipaza, le dispositif prévu pour sécuriser les 50 plages autorisées à la baignade durant la saison estivale 2022. Ce dispositif est assuré par un personnel professionnel dont le nombre est arrêté déjà. Donc nous avons 146 éléments professionnels, dont 35 plongeurs, 5 médecins, un officier inspecteur des plages, 3 officiers contrôleurs et 102 agents entre chefs de poste et secouristes. L'opération ou campagne de sensibilisation a été lancée en collaboration avec les différents organismes de la wilaya ainsi que les associations portant sur ces thèmes-là avec les citoyens, avec les écoliers, avec les fellahs. Les éléments de la protection civile restent en alerte et prêts à intervenir dans tous les lieux et en toutes circonstances, parfois même au péril de leur vie. On revient ce matin sur les révélations du journaliste britannique Martin Jay sur la crise de l'Ukraine qui, selon lui, a faussé les calculs du Maroc concernant la question du Sahara occidental, notamment suite à l'intérêt grandissant de l'Occident qui a focalisé toute son attention sur l'Ukraine. Melika Blel. Le conflit en Ukraine a fait ressurgir, selon le journaliste britannique Martin Jay, la question de la non-colonisation qui somnolait aux Nations Unies. Dans sa contribution au think tank The Strategic Culture Foundation, le journaliste évoque ce qu'il considère comme le pire revers que le Maroc puisse imaginer sur le sujet du Sahara occidental, c'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent rien faire pour aider le Maroc dans sa quête à rallier le maximum de soutien à sa thèse de colonisation. L'auteur de l'article considère en outre que ni le président américain Joe Biden ni son secrétaire d'État Anthony Blinken ne peuvent faire quoi que ce soit pour apporter leur soutien au Maroc qui espère le retour de l'ancien président américain Donald Trump aux affaires en 2024. La pire chose possible qui peut se produire pour Rabat qui espérait exploiter la décision de Trump de soutenir la proposition marocaine concernant l'octroi d'une pseudo-autonomie au Sahara occidental contre la normalisation avec l'entité sioniste s'est produite, affirme le journaliste, considérant qu'un éventuel retour de Trump constitue le plus grand souhait du Marzen. Selon Martin Jay, le président américain Joe Biden s'est toujours opposé à la décision de Trump concernant le Sahara occidental, mais se trouve limité pour remédier à cette situation. En effet, les opinions politiques de Biden sont en contradiction avec l'idée qu'un pays colonise un autre et s'aligne de ce fait sur les résolutions des Nations Unies qui prévoient une solution démocratique prévoyant un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Retour en Algérie. Pour la réussite des Jeux méditerranéens, la wilaya d'Oran renforce ses complexes sportifs en réalisant de nouveaux terrains pour accueillir les compétitions de pétanque et de rafa et ainsi mettre en place toutes les commodités nécessaires. Mérim Damis. Des terrains flambant neufs pour accueillir les compétitions de pétanque et de rafa durant les Jeux méditerranéens au complexe sportif La Lofa d'Oran. Ou la lyonnaise ou la rafa. Les 3 terrains, les 3 disciplines, chacune a des dimensions, c'est-à-dire les conditions de jeu. Par exemple, les jeux longs, la pétanque c'est des jeux longs, c'est des tout couloirs de 30 sur 4 mètres, 4 couloirs. Ou le terrain de la lyonnaise, c'est un terrain de 4 sur 15. 4 couloirs. Mais la rafa, elle est spéciale un petit peu. On a réalisé un béton lisse, mais après c'est la résine, la radidji au-dessus. Où les boules sont légers par rapport aux autres boules. Les autres boules, c'est en fer, mais les boules de terrain de la rafa, c'est des boules en plastique, c'est-à-dire elles sont légères, en résine si on veut dire. Le projet, pratiquement, il est prêt. Il reste juste le tapis en bitume, ou là les espaceurs, c'est-à-dire dans 10 jours, les dernières retouches, ils connaissent Kamlin. Nous sommes très contents. Grâce aux Jeux méditerranéens, l'Algérie vient d'acquérir de nouveaux terrains de pétanque et de rafa qui répondent aux normes internationales. Le complexe a également bénéficié d'autres infrastructures sportives, à l'instar de cette salle Omnisport.
Nous sommes à la salle Omnisport de Sénéa. Cette salle sera dédiée aux entraînements pendant les Jeux méditerranéens. Ce complexe dispose de maisons de jeunes d'une capacité de 50 lits et d'une piscine semi-olympique. Nous avons pu exploiter d'autres surfaces pour réaliser un terrain de basket et un autre de football en gazon synthétique. Des tribunes d'une capacité de 100 places assises ont été réalisées pour accueillir les amoureux de la pétanque et de la rafa pendant les Jeux méditerranéens. À présent, le portrait d'un champion méditerranéen, Malik Louahla, médaillé d'or du relais 4 x 400 mètres à Bari en Italie en 1997 et une deuxième fois en 2001 sur le 400 mètres à Tunis. Mokhtar Hamani lui a dressé un portrait. On regarde. C'est l'Algérien le plus rapide de tous les temps dans tous ses états. Il s'agit du grand champion Malik Louahla en pleine euphorie après le succès réalisé aux Jeux méditerranéens en 2001. Ce pur produit de l'athlétisme algérien, entraîné depuis son jeune âge par son père Mohamed, ancien champion de la spécialité également, détient actuellement les records nationaux sur les deux distances, le 200 mètres et le 400 mètres plat. Spécialiste au tout début de sa carrière des courses d'obstacles, Malik a été orienté par son père sur le 200 mètres, distance sur laquelle il décroche l'or au championnat du monde militaire à Zagreb en 1999, avant de monter sur le 400 mètres où il étale par la suite toute sa force et sa classe. Après avoir atteint le sommet de sa carrière aux mondiaux d'Edmonton en 2001 avec 45 secondes et 13 centièmes dans les jambes et un record national à la clé, Louahla a pu encore glaner d'autres titres non négligeables avant que des bobos de santé ne viennent freiner son évolution. Au point où il fallait faire l'impasse sur les Jeux de Pékin 2008, une absence qui a laissé un goût amer dans une brillante carrière, celle de Malik Louahla. Cyclisme, Tour d'Algérie, troisième étape ce lundi sur une distance de 129,2 km entre Chlef et Msdranem avec la participation de 80 cyclistes. Hier, la deuxième étape reliant Blida et Chlef d'une distance de 150 km a été remportée par le cycliste algérien Yassine Hamza de Police Dubaï, suivi de Hamza Mari du MCA et Alexandre Blouchine de l'équipe d'Abu Dhabi. Retour sur cette étape avec Sid Ahmed Bouraïb. 150 km entre Blida et Chlef, soit le deuxième circuit le plus long du tour. Et encore une fois, les coureurs ont dû supporter une forte chaleur. La course a été caractérisée par l'abandon du maillot jaune Mohamed Amin Nahari en plein milieu de la course. Ce qui a profité à Hamza Mansouri, son coéquipier de l'équipe nationale Espoir, qui en a pris possession. Au bout de 3h42 minutes et 54 secondes de course, Hamza Yassine de Dubai Police franchit la ligne d'arrivée en premier. Il est suivi de Hamza Amari du Mouloudia d'Alger et Alexandre Boulouchine de l'équipe Abu Dhabi. تأثرت على الدراج كثير. أنا درجة الحرارة تنقص من طاقة الدراج والحمد لله قدرت نسيطر على السباق مع زملائي والمدرب أعطانا الخطة. تحصلنا على المركز الثاني وتحصلنا على القاموس الأبيض وكانت هذه بعمل جماعي للفريق. C'était une belle course, c'était des belles routes, c'était une grande, magnifique atmosphère. Il y avait beaucoup de spectateurs, j'avais le chair de peau, mais bon, il faisait vraiment très très chaud, mais je pense qu'il était tout le monde dans les mêmes conditions. اليوم دوزيام ايطاب في 150 كيلومتر يعني واعره مع السخانه ديبار على 11 ومع الكليما راك تعرف والحمد لله يعني قدرنا نجيريو لا كورس وجازت مليحه خدمنا باريكيف
تبعنا لي كونساي اللي قالهم لنا لونترينور والحمد لله قدرنا نتحصلوا على القميص الاصفر. لوبجيكتيف ان شاء الله نلحقوا حتى النهار الاخر بالمايو جون ان شاء الله. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Larivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.